Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième épisode des Rencontres Live Foster, deuxième épisode de la saison 2 qui a commencé lundi et qui se terminera vendredi à 14 heures à la même heure et, et avec le même lien pour terminer ces Rencontres Live Foster qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine européenne de lutte pour la réduction des déchets. Life Foster, pour remettre un peu le contexte, c'est un projet européen financé par le programme LIFE de la communauté européenne auquel l'AFPAS est affilié en compagnie de Malte, de l'Espagne et de l'Italie. Aujourd'hui, c'est la deuxième année du projet Life Foster, c'est la deuxième année que le projet Life Foster a été mis en œuvre au sein de nos établissements et il permet de former nos stagiaires et futurs professionnels aux techniques qui vont permettre de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration. Lundi, la présentation tournait autour du contexte global, mondial, européen et national autour du gaspillage alimentaire. Cette semaine, on va rentrer un peu plus dans la partie technique et de mesurer les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration. Il est avant tout important de définir ce qu'est le gaspillage alimentaire. Il existe une définition précise qui a été qui fait partie de la loi Egalim et qui est portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie, qui définit précisément en France ce qu'est le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'existe pas de définition officielle, consensuelle et commune à tous les pays du monde, ni à ceux de l'Union européenne. Le gaspillage alimentaire a une dimension différente suivant qu'on soit en Italie, en France, en Allemagne, en Hollande ou encore à Malte ou en Espagne. On confond trop souvent gaspillage et déchets alimentaires. Le terme déchets alimentaires regroupe les déchets évitables, mais aussi les déchets non évitables. Lorsqu'on produit des plats cuisinés, il y a une partie des éléments qui ne pourront pas être consommés et qui sont de nature des déchets non évitables. Notre rôle, c'est d'agir avant tout sur les déchets évitables. Il y a une phrase qui dit souvent « le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas ». C'est ce qu'on s'attelle à essayer de faire lors de nos approches de lutte contre le gaspillage alimentaire. La définition retenue, qui a été donc retenue par le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture dans le cadre du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire est la suivante. Est considérée comme gaspillage alimentaire toute nourriture destinée à la consommation humaine qui à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée ou dégradée. Ce qui sous-entend qu'une nourriture qui aurait été destinée à l'alimentation humaine mais qui finalement sert de nourriture aux animaux est considérée comme du gaspillage. Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire nous demande d'avant tout d'éviter le gaspillage plutôt que de trouver des solutions pour réutiliser des denrées qui auraient été gaspillées. On a vu la semaine dernière quelles étaient les conséquences écologiques de la production de gaspillage alimentaire. Donc la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire définit une hiérarchie des actions à mettre en œuvre. La lutte contre le gaspillage comprend d'abord la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, c'est un peu notre rôle aujourd'hui, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs. C'est là aussi le rôle que nous jouons aujourd'hui. Et une hiérarchie des actions à mettre en œuvre. D'abord, éviter le gaspillage, donc prévenir le gaspillage par l'évitement à la source. Pourquoi produire alors qu'on sait que les denrées risquent d'être gaspillées? Ensuite, utiliser tous les invendus qui sont propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. Don auprès des associations caritatives, c'est d'actualité. J'écoutais ce midi un représentant des Restos du Cœur qui disait qu'il n'avait jamais eu autant de nouvelles demandes de bénéficiaires. Et des personnes qui toquent aux portes des banques alimentaires sont de plus en plus nombreuses. Mais aussi par la transformation en confiture, en compote ou que sais-je. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la majorité des produits non consommés qui sont transformés. Au contraire, il y a beaucoup de produits qui sont directement jetés. On a vu la semaine dernière que la méthanisation, que la décomposition de ces produits engendrait de la méthanisation qui était néfaste pour l'environnement car un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2.
Ensuite, finalement, si on ne peut pas l'utiliser à finalité humaine, le valoriser pour l'alimentation animale. Et enfin, utiliser à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par la méthanisation. Méthanisation contrôlée qui permet de récupérer le méthane et utiliser le méthane comme source d'énergie. Pas comme aujourd'hui dans les décharges et avoir le méthane qui se répand dans notre atmosphère et devient un gaz à effet de serre mortel. Le pacte national de lutte contre les déchets nous présente une pyramide des déchets avec en vert, vous pouvez constater 2 étages de la pyramide qui sont consacrés à l'évitement, par la réduction du gaspillage alimentaire primaire, par la nourriture des personnes qui sont dans le besoin, et ensuite la gestion, la nourriture du bétail, le compost et l'énergie, et malheureusement, enfin, l'inévitable, les déchets qui vont être ou enfouis ou brûlés. Quelques données chiffrées, maintenant pour contextualiser autour de la restauration collective et commerciale. Il faut savoir que 15% des repas principaux des Français sont pris hors du domicile. Un repas sur 6 environ est pris en dehors du domicile. Ça veut dire que la restauration ne représente que 15% des repas des Français. Pour autant, les pertes et gaspillages constatés au foyer, proportionnellement à la restauration, sont beaucoup moins importants. La restauration, c'est 42% du total des denrées gaspillées, alors que ça n'est que 15% des repas pris au domicile. C'est pour ça qu'on a décidé d'orienter notre réflexion vers la restauration collective et restauration commerciale. La part de la restauration hors foyer est sensiblement équivalente entre la restauration commerciale et la restauration collective. On a 52% d'un côté, 48% de l'autre. Il est important de préciser que lorsqu'on parle de restauration commerciale, on englobe tous les types de restauration, y compris la restauration ambulante, y compris la restauration rapide. Et la répartition du gaspillage se présente de cette manière. 3% pour les produits périmés au foyer, 3% pour les restes d'assiettes, qui donne une part de perte et gaspillage environ 6% par rapport à ce qui a été consommé. En restauration, on est à 27% par rapport à ce qui a été acheté, pas consommé mais acheté, et en restauration collective, 20% de ce qui a été acheté va finalement être gaspillé. Ce sont des chiffres qui alertent dans la période sociale que l'on vit actuellement. Ces chiffres-là émanent d'un rapport de l'ADEME, perte et gaspillage alimentaire, l'état des lieux et leur gestion par étape de la chaîne alimentaire en mai 2016. Donc, c'est des chiffres qui ont été consolidés. Globalement, on constate que les acteurs sous-estiment et ne mesurent pas leur perte et gaspillage. Ils ont une vague idée et ils ont bien entendu conscience qu'il y a une partie des denrées qui sont distribuées, qui sont finalement gaspillées, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils mesurent et ce n'est pas quelque chose qu'ils estiment à sa juste valeur. En restauration collective, lorsqu'on interroge les restaurateurs, ils estiment à 52 grammes la totalité de ce qui est gaspillé par repas, alors que la mesure réalisée dans ce même rapport de l'ADEME évalue le gaspillage à 116 grammes, soit 2 fois plus. En restauration commerciale, les chiffres sont encore plus alarmants, 52 grammes estimés par le restaurateur pour 157 grammes réalisés. Là, il est important aussi d'analyser un peu ces chiffres par segment de restauration. En restauration scolaire, la perte et gaspillage s'élève à 147 grammes en moyenne. Dans les établissements médico-sociaux et de santé, 264 grammes. Et en restauration d'entreprise, 125 grammes. Donc ça, on s'aperçoit de l'importance du gaspillage alimentaire dans les établissements médico-sociaux et de santé. En restauration scolaire, il y a des actions qui sont menées à petite et grande échelle pour lutter contre ce gaspillage et éduquer les futurs consommateurs de la restauration, nos enfants, à cette lutte contre le gaspillage. Pour la restauration commerciale, en restauration traditionnelle et en restauration gastronomique, les chiffres sont sensiblement équivalents, environ 230 grammes de nourriture gaspillée en moyenne par repas. En restauration rapide, on sait que les chiffres sont sous-estimés et on constate une perte et un gaspillage de 175 grammes par repas. Le gaspillage alimentaire, pour le restaurateur, il a un coût.
un coût qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ils estiment, là encore. En moyenne, les établissements de restauration collective dépensent 1,90 € de matières premières par repas. C'est le coût matières premières pour le repas. Le coût des pertes et gaspillages seul s'élève à 27 centimes, soit presque 15% du coût matière. Un sixième du coût matière est utilisé pour gaspiller de la nourriture, finalement. Si on y inclut les coûts induits par le gaspillage alimentaire, l'énergie, les moyens humains, le coût de la main-d'œuvre et le coût d'élimination des déchets, cette facture s'élève à 68 centimes, soit 16% du coût complet repas. Un sixième du coût complet repas est représenté par le gaspillage et par ses conséquences. Ce qui représente pour un collège qui sert 300 couverts par jour, 145 jours dans l'année, un total de 13 000 €. Et pour un hôpital qui sert 1700 repas par jour, donc environ 400 lits, la facture annuelle se monte à 193 000 €. Quand on connaît les difficultés budgétaires des hôpitaux aujourd'hui, si on devait multiplier ça par le nombre d'hôpitaux en France, ça ouvrirait un budget qui pourrait être utilisé bien plus, j'allais dire intelligemment, et je garde le terme intelligemment. Le coût des pertes et gaspillages en restauration commerciale varie selon les types d'établissements, entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle, de 0,50 à 2 €, selon une étude qui a été menée conjointement entre l'ADEME et la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, soit presque 9% du chiffre d'affaires. Pour 10 € dépensés en matières premières, 1 € est dépensé pour le gaspillage alimentaire. Donc c'est 1 € qui est mis directement à la poubelle, ou presque. Les denrées perdues, en majorité, à chaque fois, pardon, j'ai un problème de… Voilà, c'est bon. Bienvenue. J'avais un problème de graphique. Les viandes et poissons pour 46%, les fruits et légumes pour 40%, les céréales pour 7%, les produits laitiers 6%, le pain 8%, les pâtisseries et les desserts 3%, les autres divers pour les beurres et les choses qui sont mises à disposition de la clientèle. Donc on s'aperçoit qu'en plus, financièrement, les viandes et poissons qui représentent 46% du gaspillage alimentaire sont les produits qui coûtent le plus cher aux restaurateurs. Les fruits et légumes, on va voir pourquoi ils sont gaspillés, et c'est souvent une question d'adaptation des quantités par rapport à l'appétit des consommateurs. Ce qui nous amène à vous présenter 5 bonnes raisons 5 bonnes raisons de réduire son gaspillage alimentaire. La première, effectivement, faire des économies sur les achats de denrées, sur la gestion des déchets. La deuxième, éviter d'être soumis à de nouvelles obligations réglementaires en tant que grand producteur de déchets organiques. Il faut savoir qu'à l'aune 2021-2023, il va être obligatoire de traiter les déchets organiques, et les établissements qui auront un volume de déchets organiques important, ça va être un nouveau coût qui va s'ajouter à la liste des coûts en restauration qui est déjà important. Ensuite, améliorer l'apport nutritionnel des repas proposés. On a vu la semaine dernière que avoir des protéines végétales dans son assiette plus que des protéines animales permettait d'avoir un bon équilibre alimentaire. Améliorer la qualité des produits proposés, c'est aussi de se dire, est-ce que je ne dépense pas l'euro en restauration commerciale ou les 15% de mon coût alimentaire en restauration collective, s'ils ne sont pas utilisés pour le gaspillage alimentaire, ils seront donc utilisés pour améliorer la qualité des produits. Et enfin, mais c'est aussi mettre en œuvre une mobilisation interne autour de projets liés à l'alimentation, que ce soit en restauration collective ou en restauration commerciale. Tous impliqués. Côté restaurateurs, les restaurateurs sont au cœur du système alimentaire mondial. C'est eux qui sont le lien entre la ferme et la fourchette, entre le producteur et le consommateur. Et aujourd'hui, chef en tant que militant est un concept récent. Les chefs de cuisine, les grands chefs, ceux qui sont médiatisés, créent la mode. Ils ont aussi l'opportunité de faire repenser aux consommateurs leurs habitudes alimentaires. Et de plus en plus, ils se positionnent comme des acteurs responsables de la chaîne alimentaire en prônant une évolution de nos habitudes alimentaires. Un des grands penseurs en la matière, c'est Dan Barber, qui est un chef qui a travaillé avec Alain Ducasse, que vous pouvez voir dans le reportage, dans le film reportage consacré à Alain Ducasse, qui déclare: l'émergence de la culture gastronomique a donné aux chefs une plateforme d'influence, le pouvoir, sinon le luxe, d'innover,
En tant qu'arbitre des goûts, ils peuvent contribuer à inspirer une nouvelle façon de manger. Alain Passard, avec les légumes, a été pris pour un savant fou au début des années 90. Aujourd'hui, son travail est loué par ses pairs. Un autre, Thierry Marx, qui, dans son livre L'alimentation à l'aune 2030, nous dit « En cuisine, l'un de nos plus grands défis sera de réduire les déchets en apprenant pourquoi pas à les incorporer aux recettes. Ça sera l'objet de notre 3e webinaire vendredi. » Et un article de Libération intéressant nous disait que relatait les propos d'un chef de cuisine qui disait que nous pensons qu'aimer la cuisine, c'est oser relever de nouveaux défis, briser les codes et revisiter sans cesse la gastronomie dite traditionnelle. Penser et créer un menu entièrement végétal, c'est s'amuser, jouer sur la présentation, la coupe des légumes, les cuissons, les associations de saveurs et de couleurs. C'est faire honneur à notre passion tout en étant conscient des enjeux environnementaux. Vous aussi, laissez-vous surprendre par la cuisine végétale et surtout, soyez curieux. J'ai vu que parmi les inscrits, il y avait des jeunes apprentis qui étaient présents aujourd'hui. Je répète cette phrase, soyez curieux. Côté client, la majorité des clients ne veut pas penser au gaspillage alimentaire lors d'un repas. Les 3/5 des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation « Je ne veux pas penser à laisser de la nourriture quand je mange au restaurant ». On ne va pas au restaurant en ayant à l'arrière de l'esprit la notion de gaspillage alimentaire. On va manger au restaurant avant tout pour se faire plaisir. 32% des personnes, et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ont laissé de la nourriture, ont laissé des frites parce que les portions proposées sont souvent beaucoup trop importantes. 8% des légumes et 11% de la viande ou du poisson. La principale raison invoquée par les clients de laisser de la nourriture est la taille des portions trop importantes, 41%. Ils pensent que la taille des portions est prédéterminée pour eux et non quelque chose qu'ils contrôlent. Et là, je pense qu'il y a un rôle du serveur de proposer des tailles de portions différentes ou de s'enquérir de la faim du client avant de lui servir son assiette. Côté client, les clients veulent se sentir à l'aise de demander différentes tailles de portions. La suggestion la plus populaire pour aider à réduire le gaspillage alimentaire est de proposer différentes tailles de portions pour 38% des personnes interrogées. Réduire le gaspillage, c'est d'abord l'envisager, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et un des meilleurs moyens de l'envisager, c'est de construire un menu qui va permettre de prendre en compte les particularités des clients et aussi de communiquer autour de cette lutte contre le gaspillage. Le menu, c'est ce qui va permettre d'avoir le rendez-vous entre un restaurateur et une clientèle. C'est avant tout répondre aux besoins. Plusieurs types de besoins. D'abord, une sanité, des produits qui vont être microbiologiquement, chimiquement et physiquement sains et qui va prendre en compte les allergies des clients, qui va être nutritionnellement positif, qui va prendre en compte la santé et le bien-être. Respectueux, bien entendu, des régimes alimentaires spécifiques, des régimes religieux ou communautaires, et goûteux, cuisiner pour créer quelque chose de bon. Ça reste notre métier de base, avec ce qu'on va appeler aujourd'hui une notion de durabilité dans notre menu, des menus durables. Pour ce faire, il y a des outils de planification qui le permettent, dans lesquels on va reprendre les ingrédients principaux d'un plat, identifier quels vont être les apports nutritionnels, identifier les allergènes présents dans ce plat et permettre de savoir s'il est sans gluten, sans lactose, sans œufs, végétarien, voire même végétalien. Ce qui permettra après de communiquer à la clientèle et de dire que l'offre proposée dans cet établissement permet de répondre à toutes les attentes. Imaginez une table de 20 couverts dans laquelle il y a 3 personnes qui sont allergiques, une qui est intolérante au gluten et une sans œufs. Si à la carte, il y a 1 ou 2 plats qui permettent de répondre aux attentes de cette clientèle-là, eh bien c'est une table de 20 qui viendra dans le restaurant et pas dans celui d'à côté. Il faut essayer d'élaborer un plan d'action. Tout problème a des solutions. En appliquant ce qu'on appelle la méthode des 5 W, what, where, who et when. Et on peut le schématiser comme ça. Si on reprend le cheminement de la restauration, le gaspillage alimentaire en restauration, c'est ce qu'on va analyser. En cuisine et en salle, il y a un besoin impérieux d'avoir les 2 parties qui soient unies pour le même combat. Qui? Les managers, l'équipe de cuisine, l'équipe de salle et les clients. Et quand? Le manager lorsqu'il décide du plan d'approvisionnement, lorsqu'il décide des achats, l'équipe de cuisine lorsqu'elle réceptionne, qu'elle stocke et qu'elle produit,
l'équipe de salle lorsqu'elle participe au service, les clients par leurs habitudes de consommation et par le tri des déchets en restauration collective. Ensuite, pourquoi? Pour avoir une absence de gestion, s'il y a une absence de gestion des stocks, il y a des risques de gaspillage. Si les conditions matérielles de stockage sont mauvaises, s'il y a de mauvaises pratiques, une absence de gestion des dates limites de consommation, il y aura du gaspillage. Si on ne prévoit pas la fréquentation, il y aura du gaspillage. S'il y a des erreurs de préparation, de surproduction, il y aura du gaspillage, etc., etc. Si le serveur ne connaît pas bien la carte et qu'il conseille à un client un plat qui n'est pas adapté à son régime alimentaire, le client engendrera du gaspillage, ça paraît normal. Et au niveau des déchets, s'il y a une absence de tri, une absence de valorisation des déchets, là aussi, on aura un gaspillage supplémentaire. Et puis après, on propose un plan d'action qui permet de relever toutes les causes, d'y fixer un objectif, plus ou moins à long terme, et de mettre en lien des mesures correctives qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Voilà, alors j'ai terminé avec la présentation du produit. On a normalement une intervenante qui doit être là. Alors, je ne sais pas, c'est les conditions du direct à distance. Est-ce que Francine est là? Voilà. Francine, bonjour. Bonjour. 2 petites minutes, je change d'écran, je prends les questions et je diffuse une vidéo qui présente un petit peu ce que vous faites dans votre établissement. Et je suis à vous tout de suite avec les questions. Un tout petit instant. J'ai personne à la technique, donc je suis obligé de jongler entre l'ensemble. En tout cas, je suis rassuré que vous ayez pu vous connecter, Francine. Oui, grâce à Natacha qui s'est déplacée. Voilà. Oui, ça a été un petit peu. Ouais. Alors, déjà de faire du direct, c'est pas forcément évident, mais alors du direct à distance, ça l'est encore moins. Hop, je lance juste. J'ai fait un petit montage avec avec les photos que vous publiez régulièrement. Voilà, je pense que le montage est parti. Donc bonjour Francine, merci de nous accorder du temps pour participer à cet échange autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes chef des cuisines du restaurant du collège Alice Monnier à Fortschwihr. C'est difficile pour moi de prononcer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Francine? Oui, donc bonjour, voilà, je suis Guillemie Francine du collège de Fortschwihr en Alsace, dans le Haut-Rhin. Donc, je suis chef depuis 2002. D'accord. En tant que maître ouvrier, voilà, pour 700 repas sur 4 jours. Très bien. Donc depuis 2002, ça fait 18 ans que vous êtes en poste. 18 ans, voilà. Et 18 ans que vous êtes. 18 ans chef de cuisine à Fortschwihr et avant j'étais 5 ans chef de cuisine dans un lycée. Très bien. Et donc avant les 5 ans, je travaillais dans le traditionnel. D'accord, donc vous avez glissé de la restauration traditionnelle à la restauration collective. Collective, oui. Et est-ce que vous avez remarqué des changements de comportement des élèves et des enseignants vis-à-vis de la nourriture depuis 25 ans presque que vous êtes en poste en restauration collective? Donc les changements, déjà il y a les modes de cuisson, le choix de produits, d'aliments divers qui viennent sur le marché, hein. D'accord. Et voilà, les tendances aussi de spécialités venues de l'étranger, dues au voyage, hein. Donc on ramène des idées d'ailleurs et voilà. D'accord, et donc même les collégiens sont sensibles à ces nourritures venues d'ailleurs. Oui, ah ben, c'est la découverte, hein. C'est notre rôle de leur faire découvrir aussi ce qui se propose sur le marché occasionnellement. D'accord. Et vous disiez que vous serviez jusque 700 élèves par jour. Et comment Oui. vous arrivez, comment vous réussissez à proposer des menus qui vont plaire à 700 élèves? Ben, je propose des menus. Déjà, je leur propose un choix
Avant le Covid, on avait la formule de buffet en entrée, buffet en accompagnement. Cela permettait de leur faire découvrir des nouveaux produits, d'anciens légumes, les légumes oubliés, comme on en parle. Et ça permet, c'est notre rôle de leur faire découvrir, de leur faire goûter des choses qu'ils n'utilisent peut-être pas couramment chez eux. Voilà. D'accord. Et donc, pour travailler et satisfaire le plus grand nombre, vous avez certainement des fournisseurs particuliers. Sur quels critères vous choisissez vos fournisseurs aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu de vos fournisseurs. Donc déjà au niveau fournisseur, on a le marché public et ensuite on a des fournisseurs locaux. Donc on a une plateforme où on peut se faire approvisionner de producteurs locaux qui sont à proximité de l'établissement et ça permet de valoriser ces produits de producteurs locaux, D'accord, oui, c'est hyper important. que ce soit local et bio. Très bien. Ce qui permet de répondre aussi à l'évolution des habitudes alimentaires des collégiens, je suppose. Voilà, et du 20% de bio qu'on nous demande de mettre en place. D'accord. Et au marché public, nous avons aussi soumissionné, donc pour l'année prochaine, plus de produits bio et de produits labellisés pour arriver à respecter ces fameux 20%. D'accord. Et ça confirme ce que j'exprimais tout à l'heure en disant que les chefs sont vraiment le lien aujourd'hui entre les producteurs et les consommateurs. C'est grâce à vous que les consommateurs connaissent des produits qui ont un goût différent et qui ont une qualité nutritionnelle et gustative qui est au-dessus de la moyenne de ce qui peut être proposé quelquefois. Oui, je voulais aussi dire, donc nous avons aussi changé notre façon de penser et de faire, qu'on privilégiait plutôt des produits de qualité, de label, une quantité moindre, mais de qualité et gustatif. C'est D'accord, très bien. vers ça qu'on se tourne plus Ah, souvent. c'est parfaitement en lien avec ce qu'on présentait tout à l'heure. Je vais encore vous embêter sur une ou deux questions. Francine, je sais que vous êtes attendu pour d'autres choses. Quel est le rôle que vous donnez aux élèves dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans votre restaurant? Donc le rôle, déjà, on a des délégués éco-délégués, des délégués de demi-pension. Cela fait que donc ils sont élus pour une année. C'est bénévolat, hein, mais ça permet de participer à des ateliers de dialogue, d'échange sur tout ce qu'on doit mettre en place déjà au niveau plan alimentaire, au niveau gaspillage. On a des élèves qui participent au tri du papier, au tri des déchets, au peser. Donc ça les sensibilise, ça les rend responsables. Et donc il y a un délégué par classe qui remonte tous ces infos, ces échanges. Si j'ai des questions à remonter ou des idées de leur part, on essaye d'avancer dans ce sens-là. D'accord, donc ils sont parfaitement impliqués à votre, à Dans votre, la, à votre démarche éco-responsable. oui, nous Et, avons et aussi signé une charte, donc Agenda 21 et mon resto éco-responsable, avec très des bien, engagements qu'on voit chaque année si on les a atteints ou si on en rajoute. d'accord. Et alors, pour terminer sur une note un peu plus culinaire, quelles sont les recettes magiques que vous utilisez et pour lesquelles vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de gaspillage au menu? Quels sont les plats leaders qui plaisent le plus à vos élèves? Les plats leaders, c'est déjà des plats simples, sans trop compliqués, avec de produits locaux. Euh, je sais que dès qu'il y a des restes de légumes, les soupes passent très bien. Tout ce qui est gratin ou en forme de tortillas wraps, ça D'accord. passe aussi très bien avec les restes de légumes. Et voilà, c'est le goût, le visuel est très important. On a déjà mangé plus de la moitié hein, avec le visuel. Très bien. Vous les séduisez par l'aspect et ensuite ils sont conquis par le goût. Voilà, tout à fait. Et beaucoup d'affichage.
On inscrit voilà tout ce qu'on met en place. On présente les légumes, si c'est des légumes du producteur, on le présente en brut et on leur note ce que c'est et surtout les nouveautés. Comme cette semaine, j'ai fait du pourpier, un pesto de pourpier, donc présenté en vrac de qui ça vient et en faisant venir aussi les producteurs locaux avec leurs produits. Ils expliquent un peu leur travail, leur façon de faire, leurs produits, voilà. Très bien, Tout ce c'est vraiment une implication de tout le monde et à tous les maillons de la chaîne. J'ai vu sur les photos, je me suis permis de publier des photos où on voit aussi les élèves qui travaillent avec vous pour réaliser des petits gâteaux secs. Tout à fait, ouais. Ils participent à des ateliers de fabrication le mercredi et comme dit, c'est bénévole. Et là, ça permet de passer un message, de leur expliquer qu'il y a tout un travail derrière avant de l'avoir devant l'assiette et qu'on respecte les aliments, qu'on respecte le travail. Et voilà, c'est un message que eux passent dans leur classe en tant que délégués. Et ils peuvent constater, après je vous libère Francine, mais aussi on peut constater sur les images qu'il y a une importance particulière qui est laissée au fait maison, même si vous utilisez des produits, je vois les betteraves qui sont déjà coupées en 5e gamme, mais qui proviennent de fournisseurs locaux qui sont labellisés bio. Et derrière, tous les produits sont transformés chez vous et on voit l'image là des îles flottantes, la réalisation des îles flottantes. On a vraiment la valeur ajoutée du cuisinier, elle existe dans votre établissement. Tout à fait, on a un métier, c'est notre rôle. C'est un métier, c'est une passion et c'est notre rôle de leur faire découvrir ce que c'est la vraie cuisine, pas le transformé, l'ultra transformé. Donc des produits de base qu'on présente et qu'on prépare avec amour avec toute mon équipe. Très bien, ça se ressent dans votre témoignage, Francine. Je vous remercie beaucoup. Je m'excuse encore de vous avoir happé à des jurys professionnels aujourd'hui, mais c'était un plaisir d'avoir votre témoignage, Francine. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci à vous tous. Bonne continuation. Merci, au revoir, Francine. Au revoir. Voilà, on a terminé pour ce deuxième épisode. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, j'ai pas regardé le chat parce que c'est difficile de gérer les deux écrans en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous donne rendez-vous vendredi à 14 heures pour le dernier épisode avec encore une intervenante qui sera, elle, une intervenante de la restauration traditionnelle qui nous fait l'honneur de nous donner un peu de son temps. Et je vous rappelle aussi que le webinaire sera disponible sur YouTube dès ce soir.